juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, Olivier de Scooter m'accompagne. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et cette semaine, on reçoit un organisateur de course, mais qui est aussi pratiquant lui-même. J'ai même vu dans le palmarès une petite médaille d'or sur une course, un autre podium il y a quelques années. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais en tout cas, on commence par te saluer. Salut Sylvain. Salut à tous les deux. Merci de m'avoir invité. C'est cool, je suis content. Écoute, c'est un plaisir. Tu nous disais que tu connaissais déjà un petit peu le format parce que tu as l'habitude de nous écouter et ça nous honore. Mais du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu connais la tradition sur le podcast Devenir triathlète. On aime bien demander à nos invités de se présenter. Alors, dis-nous tout. Le micro est à toi. Qui est Sylvain Lebré ? Je vais essayer d'être concis et intéressant surtout. Écoutez, moi je m'appelle Sylvain Lebré, j'ai 51 ans. J'ai 4 enfants et donc j'habite à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Donc je travaille dans l'événementiel depuis toujours. Plus précisément dans tout ce qui est, on va dire, décor d'événements. Je travaille dans une société à Cavaillon qui fait vraiment tous les métiers de l'événement et moi je m'occupe de la partie, on va dire, artisanale et toute la partie construction de décoration depuis pas mal d'années maintenant. Et à côté de ce métier, je suis évidemment passionné par le triathlon et j'ai lancé un label il y a quelques années maintenant, il y a 7 ans. Qui s'appelait Tri-Games. Alors, je dis qu'il s'appelait parce qu'aujourd'hui, Tri-Games n'existe plus. On pourra en reparler un peu plus tard. Et donc, du coup, en pratiquant ce sport, j'ai vraiment voulu transmettre dans l'organisation qui était mon métier, et puis créer un label, et puis construire un événement de A à Z, et le faire progresser d'année en année. Bon, on va pouvoir justement détailler tout ça. Avant d'arriver sur la frange professionnelle, enfin véritablement professionnelle liée au sport, en l'occurrence les anciens Tri-Games, revenons un petit peu sur toi. Comme je te disais, j'ai regardé un petit peu ton CV sportif. J'ai vu quelques médailles, quelques podiums. Tu peux revenir avec nous rapidement sur ton histoire dans le triathlon. Comment tu as découvert le triathlon ? Qu'est-ce qui a fait que tu sois passionné de triathlon ? Et puis, tu es dans la région de Grasse, donc peut-être que c'est lié aussi à l'endroit où tu te trouves, non ? Alors oui, c'est vraiment lié à mon domicile. Après, moi, à la base, je suis coureur cycliste. J'ai fait beaucoup de vélo toute ma jeunesse. J'ai démarré par le foot tout gamin, ça me plaisait pas, j'étais nul. Et par un pur hasard, j'ai débuté le vélo. Et ça m'a tout de suite plu, j'étais beaucoup plus fait pour du sport individuel et j'avais beaucoup plus confiance en moi en étant seul. Donc du coup, j'ai tout de suite marché à vélo. Donc de 13 ans à 24 ans, j'ai fait du cyclisme pur jusqu'aux portes des pros, où j'ai pu faire 4 ans de néo-pro au club de Corbeil-Essonnes. Vous connaissez peut-être les frères Galopin, il y a le Tony Galopin qui fait le Tour de France d'ailleurs, mais cette famille est une grande famille de cyclistes et entre autres a un gros club parisien à Corbeil-Essonnes, et à l'époque de 20 ans à 24 ans, j'étais dans cette équipe qui était vraiment une équipe réservoir pour passer pro ensuite. Bon, il m'a manqué le petit truc pour franchir le cap, donc je me suis arrêté à la catégorie première caté. J'aurais rêvé de faire le Tour de France et faire des choses un petit peu plus prestigieuses dans le vélo, mais il me manquait sans doute un peu de talent. Et donc pour venir au triathlon, il s'est passé à 24 ans, j'ai tout stoppé, je me suis mis à travailler. Il y avait une petite lassitude du monde du vélo et du sport de haut niveau, et j'ai passé donc 6 ans où j'ai vraiment breaké le sport. Alors c'est assez curieux, mais j'ai beaucoup de mal à l'analyser aujourd'hui.
Je me suis même mis à fumer, c'était tellement stupide. Et donc au bout de 6 ans, par pur hasard, j'ai rencontré un garçon qui faisait du triathlon sur un dîner. C'était une collègue de ma femme son mari faisait du triathlon depuis pas mal d'années. Et on s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié et du coup, il m'a fait découvrir ce sport. À l'époque, l'Ironman n'existait pas. C'était le triathlon de Nice longue distance où on avait la légende de Nice s'est construite ici. Attends, c'était en quelle année ça C'était en 2014 exactement. 2004. Ok, donc l'Ironman de Nice en tant que tel n'existait pas, mais Ironman existait ailleurs. Voilà, ça existait ailleurs, mais pas en France, c'est ça. Ouais. T'as raison de souligner le truc. Et du coup, quand j'ai découvert ce sport avec lui en tant que spectateur, j'ai tout de suite trouvé ça extraordinaire. Ça m'a relancé dans l'envie de refaire du sport et de me jeter dans la passion de ces 3 disciplines. Bon, je partais de loin parce que je savais pas du tout nager et je courais très très mal parce que je fais partie de cette gêne. Ça c'est comme tous les cyclistes en général. C'est ce que j'allais dire, c'est la vieille époque dans le vélo, fallait surtout pas courir parce que ça abîmait les genoux, c'était pas compatible et donc on faisait que du vélo et les autres sports étaient pas du tout considérés quoi. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on a eu à ce micro Florian Chabal qui nous expliquait que lui aussi il s'est arrêté de faire du vélo à très haut niveau aux portes véritablement du cyclisme pro mais il se souvient qu'il y a des moments quand il faisait du vélo il faisait effectivement que du vélo et il avait même du mal à marcher en fait. Dès qu'il descendait du vélo, marcher, courir, se tenir debout, c'était une horreur. Est-ce que toi aussi t'as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui après t'a porté entre guillemets préjudice quand t'as commencé à vouloir te lancer dans le triple effort? C'est exactement ça. J'ai écouté ce podcast, j'ai trouvé beaucoup de similitudes sur son histoire. C'est vrai que à l'époque c'était comme ça. Il y avait c'était écrit, fallait pas faire, c'était pas compatible. Donc du coup, comme aujourd'hui, quand on nous dit il faut faire ça parce que c'est bien, on exécute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était pas forcément une bonne idée. C'est bien, les choses évoluent. Mais en effet, faire que du vélo à haute dose, c'est vrai que c'est presque un handicap pour d'autres sports parce que quand je faisais autre chose pour m'amuser, j'avais du mal, j'avais tout de suite beaucoup de courbatures, je me blessais rapidement, les chaînes musculaires étaient pas du tout adaptées pour faire autre chose que du vélo, quoi. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le triathlon prouve bien qu'on peut faire des sports enchaînés, les rendre compatibles, et puis que le corps s'adapte. Et ça, c'est assez intéressant d'ailleurs. Surtout les bienfaits de l'entraînement croisé. Exactement. Ouais. Tiens, et je rebondis sur 2 choses que tu as dites. Quand tu disais je faisais partie des néo-pros, ça veut dire quoi? C'est un statut pro? Ça veut dire que tu vivais de ça? Alors on est revenu déjà à plusieurs reprises sur le podcast sur la différence entre un athlète professionnel et un athlète de haut niveau. En tout cas en France, il y a une distinction qui est faite. Toi, du coup, t'avais quoi comme statut et est-ce que t'en vivais? Alors j'en ai vécu 4 ans au club de Corbeil-Essonnes. On avait un statut avec des partenaires qui rémunéraient les cyclistes qui étaient en première catégorie dans l'équipe élite. Okay. Encore une fois, tout est relatif. C'était des salaires très très bas qui permettaient pour quelqu'un de 20 ans de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir espérer passer pro. Voilà, c'était le but. Encore une fois, la première catégorie était vraiment une discipline, une catégorie qui nous permettait de nous faire remarquer. Donc c'est simple, il fallait gagner des courses, il fallait gagner des classiques. Deuxième, ça compte pas. Donc il fallait être performant et être performant jeune, parce que à 24, 25 ans, on est quasiment vieux dans le monde du vélo. On le voit aujourd'hui, quand on regarde le Tour de France, on s'aperçoit que la plupart des coureurs qui fonctionnent, qui marchent, c'est des jeunes. Mais
Oui, j'ai vécu de ça pendant 4 ans. J'ai eu un statut d'athlète de haut niveau pendant ces 4 années. J'ai fait le bataillon de Joinville au niveau de l'armée. Tout ça, ça m'a permis de pouvoir vivre pleinement cette discipline et de pouvoir espérer passer le cap et de pouvoir en vivre. Ok, bah donc au moins c'est clair. Donc la partie néo-pro, en fait, c'était juste tu peux enlever le néo, c'était pro, quoi. Ouais, après c'est un terme qui est, je parle un peu comme un vieux, mais c'est un terme qui est plus trop utilisé aujourd'hui dans le monde du vélo. Aujourd'hui, je sais même plus si on appelle ça première catégorie. Je crois que maintenant on est élite et ensuite on passe pro. Je pense que le mot élite a vraiment remplacé le mot néo-pro. À l'époque, ça s'appelait comme ça, donc j'ai gardé les vieux discours. Ouais, puis en vélo en France, on parle souvent de coureurs pro tour, ça veut dire ceux qui font un ou des tours, que ce soit le Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de France. Et c'est peut-être là aussi la distinction entre le pro, le néo-pro d'avant et le élite et le pro Exactement. Maintenant. Ok. Et alors une deuxième chose aussi, tu parlais d'une famille de cyclistes. C'est marrant, je trouve que c'est quand même un des sports où ça se transmet souvent j'allais dire de père en fils, mais ça peut être de mère en fille ou de mère en fils ou peu importe, mais en tout cas c'est souvent un sport qui se transmet de génération en génération. Enfin, je pense à ton exemple, je pense à Mathieu Van Der Poel aussi, je pense à moi aussi, je sais que mon papa faisait de la compétition, mon grand-père faisait de la compétition aussi à l'époque, donc voilà, est-ce que finalement c'est un truc, on a ça un petit peu dans le sang, ou est-ce que c'est une question d'éducation, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on retrouve quand même assez souvent ça. Non, mais t'as raison, mais c'est valable dans beaucoup de sports. Moi, j'ai un vieux souvenir du fait que j'étais très mauvais en football. Je faisais ça un peu par défaut parce que j'avais d'autres copains qui faisaient ça mais ça me plaisait pas. Et je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'étais allé faire du vélo avec mon père à 13 ans, tout gamin. Et mon père en avait fait. Il a été coureur cycliste pendant pas mal d'années, mais il était pas très très bon. Et du coup, j'espère qu'il écoute pas le podcast parce que. Non, non, mais il le sait. Il le sait. Et du coup, on a fait une sortie de vélo ensemble. Et je me souviens de cette anecdote où on avait monté une côte et puis. Souvent, dans cette côte, il me lâchait et j'arrivais pas à le suivre. Et un jour, j'ai réussi à le battre. Et ce jour-là, mon père, il a été à la fois, il était super heureux, puis à la fois, il s'est dit mince, il se passe quelque chose. Et c'est la première fois que j'arrivais à le battre. Et du coup, ce jour-là, il y a vraiment eu une sorte de transmission. Je savais que mon père avait fait du vélo. Et j'avais réussi à le battre dans cette fameuse côte et il s'était passé un truc et la passion du vélo a commencé vraiment ce jour-là. Il y a vraiment eu un déclic. Au moment où j'ai battu mon père, au moment où l'élève dépasse le maître, au moment où tu es devenu le Jedi face à ton père. Enfin, c'est un truc de mec, ça. On essaye de tuer le père. Et donc, quand t'as réussi à le tuer, alors, toute proportion gardée, j'espère que nos propos seront pas détournés. On va finir en tôle, dans la tôle des podcasters. Non, mais ouais, au moment où tu as réussi à battre le père, c'est là que la transmission s'est faite. C'est vraiment, il y a eu un déclic ce jour-là. Ouais. Et pour rester juste sur le thème, là, tu disais en intro que tu as 51 ans, 4 enfants, passionné de triathlon. Est-ce que toi, tu transmets le triathlon à tes enfants ? Est-ce qu'ils t'ont déjà mis des petites mines et que tu as senti que la transmission était faite ou pas encore ? Moi, je suis marié à Claire qui a fait de la D1 en handball et qui a une autre philosophie du sport qui est plus du sport collectif. Et c'est plus ma femme qui a réussi à transmettre sa passion. Et en fin de compte, j'ai 4 enfants, mais j'ai 2 filles d'un premier mariage et un garçon et une fille d'un deuxième mariage. Et mes 2 enfants qui sont avec nous aujourd'hui sont vraiment ont pas du tout adhéré au sport individuel et ont vraiment adhéré au sport co. Donc ils ont tous fait du hand. Maintenant, il y en a ma fille fait du basket, mon fils fait du foot. Et ils ont vraiment l'état d'esprit sport co. Et les emmener courir, les emmener faire du vélo, les emmener nager, c'est une vraie galère. Donc j'ai abandonné. Et mes 2 premières filles,
je pense que je les ai complètement écœurées, elles ne font pas de sport. Elles en font un petit peu pour s'entretenir, mais il n'y a rien de... pas de compétition, quoi. Bon, bah, tu seras pas un de ceux de la dynastie triathlon qui transmettent aux enfants. Après, si tu as des enfants qui sont plutôt sport-co, on peut inventer un nouveau sport, hein, le hand triathlon ou un truc comme ça. Tu les emmènes faire du tri avec un ballon de hand. C'est à creuser, c'est à creuser. Bon, après, je désespère pas. Le vélo qui reste le sport qui est au fond de mon cœur. C'est un sport quand même où on peut y venir un peu plus âgé. On voit énormément de monde qui arrive dans le vélo et qui commence à faire du vélo très tard. Je me dis que peut-être qu'un jour on y arrivera. Et d'ailleurs, est-ce que finalement le cyclisme, est-ce que c'est un sport de vieux? Dans les compétitions et quand on regarde le Tour de France, non. Il y a énormément l'élite est de plus en plus jeune et prospère. C'est vraiment un sport qui est très populaire et on voit ce monde du vélo est en pleine progression. On voit de plus en plus de gens qui font du vélo, mais c'est vrai que le vélo amateur, il y a énormément de gens qui font très peu de sport puis qui viennent au vélo pour s'entretenir parce que c'est un sport porté, donc on peut faire des parcours vélo sympas. On peut, c'est pas comme la course à pied où on est vraiment en prise tout le temps, où c'est un sport qui est tout de suite dur. Le vélo, on peut le faire de façon modérée, sans tout de suite être dans le dur et faire des petites sorties et progresser, quoi. Non, c'est un beau sport. Ah oui, non, mais moi je suis convaincu de ça, hein. Quand je demande est-ce que c'est un sport de vieux, en gros, bon, Olivier, il a commencé le vélo, il savait même pas encore marcher, donc tu vois, c'était une question rhétorique, je pense. Non, mais c'est même pas parce que, enfin, moi j'ai fait du vélo comme tous les gamins, mais je veux dire, je me suis vraiment mis à faire du vélo et faire de la compète, etc. Je devais avoir 22, 23 ans, donc d'une certaine manière, c'est tard. Et quand tu regardes les cyclistes, tu vois, c'est un sport qui est quand même cher aussi, donc qui est pas forcément hyper accessible. En tout cas, attention, on parle bien du vélo de route où tu t'es un petit peu tu commences à rentrer un peu dans la performance, etc. Pas juste du vélo pour se déplacer, quoi. Donc quand tu pratiques vraiment le vélo comme sport, voilà, j'ai quand même l'impression, encore une fois, j'ai pas du tout les chiffres, etc. C'est juste une impression que souvent, ça peut être une moyenne d'âge un peu plus élevée dans ce sport-là, comme je sais pas, tu pourrais l'avoir, je sais pas, dans le golf par exemple. Tu pourrais dire le golf c'est un sport de vieux. Est-ce que le cyclisme, ça devient, on dit que le triathlon c'est le nouveau golf. Est-ce que le cyclisme c'est aussi un peu le nouveau golf d'une certaine manière? Est-ce que c'est aussi un truc de vieux? Je sais pas, je pose ça là. Ouais, non, mais c'est intéressant. Ça serait vraiment intéressant aussi d'avoir des vrais pourcentages et une vraie analyse. Moi, ce que je vois depuis toujours, c'est que ce sport, c'est un sport ultra populaire qui rassemble tout le monde. Là, je vois encore les images qu'on retrouve sur le Tour de France. Hier, dans les Pyrénées, c'était fou. Il y avait des enfants, des vieux, des jeunes, des femmes, des étrangers. Tout le monde était là pour faire la fête sur les bords des routes. C'est un sport qui est accessible à tous. Et je trouve que c'est un des rares sports gratuits sur les bords des routes où il y a encore beaucoup de respect. Et on vient pour le sport et on vient pour supporter. C'est chouette. Ouais, bon, gratuit, modulo quand même la machine qu'il faut acheter. Oui. En tant que supporter, oui, mais c'est vrai que si tu fais le parallèle avec le triathlon, au JO, sur des courses en ligne, notamment en France, si j'ai bien vu ou compris les dernières informations, la course en ligne ce sera la plus longue qu'il y a jamais eu dans tous les triathlons, enfin dans tous les Jeux Olympiques. Donc là, oui, ce sera un sport accessible en tant que spectateur versus le triathlon où ce sera sur une boucle, c'est en vase clos, c'est fermé, il y a que les VIP qui accèdent et encore des VIP triés sur le volet. Donc dans ce sens-là, oui, c'est accessible et oui, c'est un des rares sports les moins chers quand tu veux assister, quand tu veux être spectateur. Par contre, de là à le pratiquer, j'ai l'impression, comme disait Olivier, que ça devient aussi de plus en plus cher et comme le triathlon d'ailleurs. Ouais, alors c'est sûr que quand on est gamin, qu'on aime faire du vélo, etc., c'est sûr que les parents doivent suivre, hein. C'est sûr que acheter un vélo aujourd'hui, quand on voit le coût des vélos, et aussi je pense aussi que les mentalités ont changé. Moi, quand j'ai été môme, quand j'ai commencé le vélo, j'ai commencé avec un vélo très rudimentaire, bricolé par mon père.
aujourd'hui, demain, mon fils veut se lancer dans le vélo. Je suis persuadé que je l'alignerai pas sur des courses avec un vélo rudimentaire. Évidemment, aujourd'hui, le matériel a évolué. Il coûte beaucoup plus cher. Non, ça a bien changé. Bon, on parle du vélo, on est quand même là aussi pour parler de triathlon. Tu nous disais que tu as découvert le triathlon avant que Nice soit sur format et sous label Ironman. Qu'est-ce qui a fait après que pendant presque 20 ans, tu sois resté accroché au triathlon, amoureux, passionné du triathlon? Quand j'ai découvert le triathlon de Nice en 2014, ça m'a vraiment séduit à tous les niveaux. J'étais très admiratif de tous ces athlètes qui étaient à même de pouvoir enchaîner ces 3 disciplines. Et quand j'ai commencé, ça a été vraiment un gros déclic dans ma tête. Je me suis investi dans les 3 disciplines, surtout en natation et en course à pied pour rattraper un peu mon passé. Le vélo, j'avais cette chance de pouvoir m'entraîner très peu finalement, et j'ai pu m'investir dans les 2 disciplines qui étaient les plus importantes pour moi. Et j'ai tout de suite voulu, alors c'était pas très indiqué, mais j'ai tout de suite voulu me lancer dans des choses très difficiles et en respectant pas les timings, parce que aujourd'hui, moi le premier, quand je conseille à des débutants pour faire du triathlon, je conseille souvent de prendre son temps et puis de commencer par des distances courtes. J'ai pas du tout respecté ça. J'ai tout de suite voulu, 1 an après, faire l'Ironman de Nice et Embrun. J'avais la chance d'avoir ce passé du vélo qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, cette première année a été quand même ambitieuse et pas très raisonnable. J'en ai bien chié d'ailleurs, mais ça a été vraiment 2 expériences qui m'ont donné une grosse piqûre d'adrénaline, et le résultat était pas du tout là, mais ça m'a vraiment j'ai eu une accélération pour apprendre ce sport en 1 an, et derrière j'ai tout de suite voulu progresser, et après c'est dans le caractère, il y a des gens qui prennent leur temps. Moi j'ai vraiment tout de suite voulu progresser rapidement et puis être compétitif. Alors j'avais une vague notion de ce que je voulais faire. Ce que je voulais, c'était être digne et puis arriver à me faire plaisir et faire des résultats. Et puis aussi, avec le passé de coureur cycliste que j'avais avant, je voulais vraiment que ça marche et avoir quelques résultats et courir un peu dans le premier quart devant, quoi. Et donc voilà, très rapidement, j'ai progressé. Ça s'est fait d'année en année. Chaque année, je gagnais 10 minutes. Et ça a été crescendo jusqu'à 2015, où j'ai réussi à me qualifier pour l'Ironman d'Hawaï, qui était finalement un peu une finalité. J'avais vraiment, je voyais vraiment ce sport pour ça. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de triathlètes qui font du triathlon pour faire du triathlon, et ils aiment les 3 disciplines et ils aiment ce sport. Moi, c'était vraiment pour vivre cet événement qui me faisait vraiment rêver. Comme beaucoup, je suis assez classique finalement dans mon analyse. Mais voilà, c'était vraiment cette course qui était vraiment le Graal, quoi. Juste pour préciser, tu as dit à 2 reprises que tu as découvert le triathlon en 2014, c'était plutôt 2004, non ? 2004, excuse-moi. Non, mais il y a un petit lapsus, parce que c'est en 2014 que j'ai commencé à bien marcher. J'ai raté la qualif en 2013 et 2014, et en 2015 je me suis qualifié. Donc c'est pour ça que mon cerveau a bugué.
Ouais, donc 2004, si je ne m'abuse, 2004, 2005, jusque 2007, ancien cycliste pro, est-ce que tu as eu l'occasion de nager, rouler ou courir avec un petit Français qu'on appelait Jaja à l'époque et qui se mettait aussi à l'Ironman? Oui, en fin de compte, c'était plutôt sur les dernières années où Laurent Jalabert s'est mis à faire du triathlon. Et il a tout de suite été monstrueux, avec des temps vélo incroyables. Surtout, il avait fait Nice, je me souviens. Mais d'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure, mais j'ai une relation amicale avec Laurent Jalabert. Il est venu participer au Tri Games quand j'ai créé Tri Games, et il est venu 2 fois à deux éditions pour faire le Tri Games de Mandelieu. C'est un super mec. Bon, enfin voilà, pour les Français ou les amoureux du vélo en France qui connaissent Laurent Jalabert ou qui en ont entendu parler, effectivement, Jalabert s'était lancé dans le triathlon. Je crois que c'est en 2007 qu'il a vraiment commencé en Suisse. Et je me souviens d'une édition, alors je sais plus si c'était à Nice ou même c'était à Nice, je crois, où il était un peu agacé parce qu'il est sorti quasiment dans les derniers de l'eau et il ne fait que le deuxième temps vélo au final. Bon, ce qui est juste stratosphérique, mais je crois qu'il aurait voulu aller chercher la première place vélo en tout cas. Et après, c'est aussi un super bon coureur. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Laurent Jalabert. Revenons à toi, donc 2015, qualif pour Hawaï, c'était pour toi le Graal, c'était pour toi l'objectif de ta pratique du triathlon. Comment tu t'es présenté après ta qualif pour aller à Hawaï et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Déjà, d'y être, c'était vraiment pour moi, on va dire, une consécration, et puis c'était vraiment l'objectif de ce sport pour moi. Et c'est vrai que pour être très honnête, ma femme a supporté tous mes entraînements et toute cette période de qualification difficile pendant près de 10 ans. Et il y a eu quelques années compliquées familialement avec les entraînements et en 2014, là je me trompe pas, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec elle où elle me dit franchement j'en ai marre de tes entraînements, c'est beaucoup trop, ça prend trop de place, il faut vraiment que ça cesse, c'est pas bon pour notre couple, etc. Et là j'étais pas bien, je sentais que j'étais pas loin de mon objectif. J'avais raté une année la qualif d'1 minute 30, je me suis dit mais il faut qu'elle me fasse confiance encore 1 an ou 2 et qu'elle me laisse un peu de liberté pour faire ce sport. Et un peu de liberté, parce qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte, parce que pour nous effectivement c'est un peu de liberté, mais rappelons-le peut-être pour ceux qui sont pas qui je sais pas, quantifient peut-être plus difficilement la charge d'entraînement. Quand tu voulais te qualifier à cette époque-là, t'étais à quoi comme moyenne par semaine? C'est vrai que c'est pas très raisonnable, surtout familialement. C'est un sport qui est énergivore, qui prend énormément de temps et qui rend la passion rend complètement. On est complètement hermétique à l'espace-temps. Donc du coup, il faut s'entraîner, il faut y aller. Donc moi perso, je faisais entre 15 et 20 heures de sport semaine, ce qui est presque un minimum pour arriver à se qualifier. 10 heures, il y a des semaines à 10 heures, c'était très peu. La chance que j'avais, c'était de pouvoir, on va dire, restreindre mes sorties vélo. Je faisais une grosse sortie le dimanche. Et après, j'axais mes semaines sur mes entraînements sur de la course à pied, du vélo, et je faisais très peu de vélo finalement. C'est pas quand il faut vraiment bosser le vélo pour se qualifier, faut vraiment avoir beaucoup de temps, et faut avoir un métier qui s'y prête ou être célibataire. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est très difficile pour gérer travail et famille et enfants, et surtout le cerveau. Quand on est en prépa et pas toujours connecté à la famille, et c'est ça qui est dangereux. Et moi ça a été, je m'en rends compte aujourd'hui où
où c'est un sport plaisir maintenant. Et je m'en rendais pas toujours compte à l'époque. Et c'est ce qu'il faut vraiment, si on peut transmettre un message à tous ceux qui sont vraiment dans cette passion-là, toujours garder, relativiser et toujours garder de la place à la famille. C'est vraiment, c'est comme ça déjà qu'on y arrive. Moi, j'ai réussi à me qualifier, c'est vraiment grâce à ma femme qui m'a vraiment soutenu jusqu'au bout. Et je pense que dans un conflit familial, quand ça se passe pas bien, en général, le résultat, il est pas là. Ouais, tout est lié, hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu le dises parce que souvent on parle des techniques d'entraînement, des volumes, de la motivation, des résultats, etc. Mais on oublie de temps en temps de parler aussi de cet équilibre qu'on peut avoir au niveau familial. Et c'est vrai que quand l'autre moitié ou quand les enfants sont pas pratiquants, tu l'as dit, on est complètement hermétique au reste du monde parce qu'on est dans sa passion, on est dans sa préparation, on parle triathlon. Je me souviens d'un échange que j'avais eu il y a quelques années avec un bon pote qui s'appelle David Lebras, qui fait partie des très bons Français, même maintenant qu'il est un petit peu plus âgé. Il me disait, tu sais, si tu veux aller à Hawaï, tu manges triathlon, tu pisses triathlon, tu dors triathlon, tu bois triathlon, c'est du triathlon et en particulier l'Ironman tout le temps, quoi. Donc tu as intérêt à avoir soit une famille qui est compréhensive, soit une famille qui vit dans le même monde que toi, parce que sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Non, mais c'est après encore une fois, j'ai beaucoup de mal moi avec les gens qui trouvent que le sport en règle générale et entre autres le triathlon est addictif. Pour moi, quand on est passionné, on est addict et on est à 100%, voire à 120%. Et évidemment, quand on est passionné de quelque chose, au regard des autres, on est toujours un peu bizarre, un peu perché, un peu trop, quoi. Et pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont engagés, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur métier, quelle que soit leur passion. C'est toujours super chouette les histoires de gens passionnés. Et en règle générale, qu'on fasse de l'art, qu'on fasse du sport, qu'on fasse des métiers particulier, qu'on y mette énormément de temps et d'énergie, je trouve que c'est toujours des belles histoires. Ouais. C'est pas nous qui dirons le contraire. Ouais, j'imagine. On pratique, on partage, on échange et en plus on interviewe des gens. Donc voilà, je t'avais coupé un petit peu effectivement pour remettre peut-être reprendre un petit peu de hauteur ou voilà, pour nous effectivement qui pratiquons le triathlon, on a l'impression que c'est juste de laisser un petit peu de liberté, mais c'est vrai que si on se met un minimum dans à la place de nos femmes, maris, familles, collègues, ça peut paraître effectivement un petit peu plus. Et encore une fois, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir jusqu'où tu peux aller. Mais donc voilà. Mais donc tu disais effectivement que toi tu avais besoin d'un petit peu plus de liberté à l'époque, et puis il s'est passé quoi du coup? Ça a été simple. En 2014, je rate la qualif d'1 minute 30. Et donc là, je sens que j'ai la qualif en moi, que c'est possible. Alors beaucoup m'ont dit mais je faisais que Nice. Et beaucoup me disaient mais va ailleurs, va dans là où le niveau sera un peu moins un peu plus faible, et avec le temps que tu obtiens, tu pourras te qualifier plus facilement. Mais c'est pas ça qui me faisait kiffer, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était me qualifier chez moi, sur Nice, parce que c'était une course qui pour moi est une course incroyable. Et du coup, je préférais pas me qualifier que d'aller me qualifier en Chine ou ailleurs, parce que c'était pas la même saveur, c'était un plat sans sel, quoi. Et du coup, j'ai insisté, grâce à Claire, j'ai insisté 1 an de plus, et en 2015 j'ai réussi enfin. Et du coup, voilà, ça a été vraiment une finalité. Et quand on est parti ensemble donc sur ce voyage, et elle a admis sur place, elle a avoué que c'était
que ça valait la peine d'aller chercher ce Graal, parce que sur place c'était vraiment chouette. Et bon, la destination aussi est chouette, hein, donc faudrait être délicat pour dire l'inverse, mais c'est vrai que c'était une très très belle expérience, et c'est vrai que derrière j'ai vraiment stoppé ce sport à haut niveau, et depuis je le fais vraiment pour la passion de ce sport. J'y vais quand j'ai envie, je me mets moins la pression, et je continue à faire ces 3 disciplines avec le temps et sans obligation. Et j'y prends beaucoup de plaisir aussi. Et dans le plaisir et dans le triathlon, tu fais pas que pratiquer. On l'a dit en intro, tu organises aussi des événements. Tu peux nous en dire plus sur ce nouveau déclic que tu as eu dans le triathlon, qui était plus forcément par la pratique, mais par le fait de faire pratiquer les autres. Arrivé à Kona, il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai vu mon métier de l'événementiel pour la première fois une énorme expo, une organisation assez pro. C'était un vrai événementiel dans le triathlon. Et du coup, quand je suis rentré d'Hawaï, j'ai eu envie de créer quelque chose. Alors il y a peut-être un palliatif qui s'est formé psychologiquement, il y a ça s'analyse, mais comme je savais que c'était un peu la fin d'une histoire sportive, j'ai eu envie de créer quelque chose, parce que à l'époque j'avais une boîte d'événementiel, j'étais à mon compte, et du coup je me suis dit j'ai des clients qui me demandent des choses, je construis pour des clients des décors, etc. Mais qu'est-ce qui m'empêche de produire un événement de A à Z et puis d'être mon propre client? Donc on a dessiné avec mes collègues à l'époque, on a dessiné un logo, on a créé donc ce logo Tri Games, et puis la passion a fait qu'on a mis un peu sur pied un événement. On est allé voir quelques mairies, on est allé voir à l'époque la mairie de Mandelieu-la-Napoule, et la mairie de Grasse, là où j'habite, et on a lancé ce premier projet qui partait de Mandelieu la Napoule, et qui montait jusqu'à Grasse, et l'arrivée était à Grasse. Donc ça, c'était le tout premier projet Tri Games en 2016. Etc. Le cochon qui fait l'arrivée juste devant chez lui, comme ça il a pas loin pour aller chercher les petits trucs qui manquent, etc. C'est ça. Ouais, non, très honnêtement, c'est plus parce que la mairie me faisait confiance, et c'est pas évident quand on démarre un projet comme ça. On arrive avec zéro expérience, avec juste un petit dossier papier et qu'on présente. Trouver des mairies qui vous dit allez, on y va, go, c'est parti. C'est pas évident. Donc là, il y a Mandelieu qui m'a accepté un départ sans en avoir l'honneur de l'arrivée, donc c'était plutôt chouette de leur part. Et Grasse qui nous a accueillis pour l'arrivée. D'ailleurs, pour revenir à Jalabert, on avait en grande star, on a Jalabert qui est venu pour la première édition et la deuxième édition. Et à l'époque, Zamora. J'imagine que vous connaissez ce Marcel de son petit prénom. Star Marcel Zamora, qui a gagné plusieurs fois Nice, etc., qui est vraiment un grand champion, et qui aimait les courses difficiles. Donc tout comme Laurent, ils sont venus sur cette première édition parce que le parcours vélo était quand même assez accidenté, assez dur. Et donc voilà, c'était le premier Tri Games en 2016. Et ensuite, on a progressé, on a tout de suite atteint les 1000 concurrents inscrits. Ça a tout de suite bien marché. On a apporté vraiment de l'événementiel à ce sport. Alors c'est vrai que à l'époque, ce sport était organisé beaucoup par des associations. Donc c'était pas toujours des bonnes sonorisations, c'était pas toujours bien décoré, les finish lines étaient toujours un peu rustiques. Il y avait évidemment Ironman qui faisait ça bien, mais à côté il y avait des organisations qui étaient un petit peu qui faisaient au mieux avec les moyens qu'ils avaient. Donc et depuis on peut le constater, le triathlon s'est événementialisé. Aujourd'hui, tous les gros triathlons qui fonctionnent bien sont des triathlons gérés par des agences d'événements. Et c'est rarement des associations
qui gèrent leur événement. Du coup, tu lances cette première édition. C'était quoi les formats c'était quoi la particularité, en dehors de l'événementiel, on l'aura bien compris, des Tree Games? Qu'est-ce qui faisait que ça attirait du monde? Alors, on n'a rien inventé de particulier sur les formats, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des codes, et vouloir changer ces codes, c'est pas si évident que ça. Donc du coup, on est resté sur des formats half et format olympique, format M. Donc le format M était un peu une porte d'entrée, et le format L était un petit peu plus ciblé sur les expérimentés et des gens qui font beaucoup de triathlon. Et on s'était démarqué vraiment sur l'esthétisme, la qualité du village, la qualité de l'arrivée. Et on a vraiment apporté du soin sur les petits détails, de façon que quand on arrivait sur un Tree Games, on avait vraiment cette image d'organisation assez haut de gamme, et finalement on faisait transpirer une grosse firme. Beaucoup de coureurs pensaient que Tree Games c'était une très très grosse société, et on était souvent comparé à des courses importantes, et on était deux. Donc c'est vrai que ça nous amusait au fond, hein. Mais bon, des fois c'était pas évident, parce que on nous demandait des choses, et les gens se rendaient pas forcément compte qu'on était une toute petite entreprise. Tiens, juste pour l'information, si tu as le droit de le discloser, 2016, ça représentait quel budget justement les Tree Games, toi qui as organisé cet événement, on l'aura compris, de façon assez pro. Après, c'était ton métier, donc je pense que tu avais aussi beaucoup d'expérience là-dedans, mais plus ou moins un budget pour organiser une course assez pro comme ça, c'est combien? C'est toujours évolutif en fonction évidemment du nombre d'inscrits et de la qualité qu'on veut y mettre. Moi, mon modèle Tree Games, c'était entre 80 et 100 000 euros de budget au global, en comptant les cadeaux participants, en comptant la déco, en comptant la sonorisation, etc., les pompiers, le médical, etc. Évidemment, c'est un budget qui peut paraître très très bas pour certaines organisations, et qui peut paraître très très haut pour une petite orga associative qui organise son petit tri chaque année. Donc on était un peu dans le ventre mou des organisateurs, et c'est vrai que très rapidement on a eu des difficultés, parce que c'est l'histoire de Tree Games, c'est pas que positif, hein. On a eu ensuite quelques difficultés qui se sont posées avec l'arrivée des attentats. Je sais pas si vous vous souvenez, chronologiquement, on a eu près de 2 ans d'attentats avec des grosses difficultés pour organiser, où ça nous a mis énormément de frais supplémentaires pour obtenir un même résultat, et des frais supplémentaires qui n'étaient pas pour valoriser la course. Parce que quand on met plus de budget dans des cadeaux participants, dans le buffet after finish ou sur la déco, ça se voit. Donc on apporte une valeur ajoutée à l'athlète. Là, on a dû mettre du budget supplémentaire pour mettre des plots en béton, pour faire des boucliers, pour pas que les voitures rentrent dans les espaces d'événements. On a dû mettre de la sécurité supplémentaire avec des agents. Et de fil en aiguille, on a traversé ces 2 années. Donc là, ça nous a mis... on a progressé sportivement, mais économiquement, on n'a pas progressé. Et rappelle-nous puis, un peu chronologiquement, ça c'était 2016-2017 du coup. C'était un peu plus tard, c'était, que je dise pas de bêtises, on a débuté en 2016, 2017, c'est arrivé en 2018, ouais. 2017-2018, tu as raison. Et ensuite, on a eu l'arrivée du Covid, qu'on connaît tous. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. Et du coup, là, pareil, des médecins supplémentaires pour faire les tests, des bulles sanitaires avec des kilomètres de barrières pour créer une bulle pour les athlètes, pour pas que... Et on a réussi, c'est ça qui est assez étonnant. Pendant le Covid, on a eu... il y avait 2 solutions. C'est
où on stoppait tout comme beaucoup ont fait, les événements s'annulaient. Free Games, on a eu, alors c'était peut-être une erreur, sans doute, mais on s'est un peu acharné et on a réussi à faire nos événements avec des dates de report. On a réussi à placer nos événements tant bien que mal. La chance qu'on a eue dans ce malheur, c'est que on était championnat de France, Fédération française de triathlon à Cagnes-sur-Mer. Donc du coup, difficile pour la préfecture d'annuler un championnat de France. Donc on a senti une volonté des autorités pour nous aider à trouver des solutions plutôt qu'à nous dire non bêtement. Et du coup, on a réussi à faire nos 2 Tri Games par an pendant les 2 années Covid, avec des contraintes terribles et des coups qui nous ont un peu mis un coup sur la tête. Donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire, parce que finalement on aurait mis tout en veille et on aurait repris comme beaucoup après l'orage. Oui, parce que c'est quand même rare. Enfin, il y en a quand même peu qui ont continué. Oui. Oui, non, mais c'était... La plupart des événements, en tout cas en 2020, la plupart des événements ont tout simplement été reportés à l'année suivante, quoi. C'est des erreurs, c'est des stratégies quand ce genre de drame arrive. Il faut prendre des décisions quand on est chef d'entreprise et c'est ça qui est pas évident, c'est que après on se dit c'était une erreur. Quand le Covid est arrivé, tout le monde a tout stoppé. Et à ce moment-là, on s'est dit il y a des petites fenêtres, il y avait des vagues, un coup on pouvait pas, etc. Et donc du coup, on s'est dit si on arrive à faire dans ce monde où plus rien ne se passe, on va peut-être évoluer plus vite que les autres et on va en sortir plus fort. Ça a été le cas parce que mine de rien, ces 2 années. Avant Covid, il y a beaucoup de triathlètes qui connaissaient pas Tri Games et on est sorti du Covid et il y a très peu de triathlètes français qui connaissaient pas Tri Games, de par les championnats de France et autres. Et c'est vrai que donc ça a été une réussite. Par contre, le côté obscur, c'est économiquement, on est sorti du Covid sec, quoi. Et là, derrière, on a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Et il y a eu un effet très pervers qui est arrivé après Covid, que personne a vu venir, et moi le premier. Et vous allez vite comprendre le problème de fond. C'est que il y a eu énormément de dossiers qui étaient, de courses annulées. Donc du coup, chacun d'entre nous, on avait tous des courses avec des reports à réutiliser. On avait tous sur notre petit bureau à la maison 2-3 courses en attente de date, en attente de report, etc. Et en 2022, quand le Covid est parti, tous les athlètes se sont pas réinscrits à des courses et ont réutilisé leurs 3, 4, 5, 6 dossards achetés en 2020-2021. Logique, normal. On va pas ressortir sa carte bleue pour s'inscrire sur des courses alors qu'on a potentiellement des dates de report. Et en 2022, finalement, au lieu d'avoir un effet booster qu'on aurait dû avoir, légitimement, les gens se sont pas inscrits chez nous parce qu'ils avaient des dates de report à utiliser. Ils avaient tous des courses sur leur petit bureau à aller chercher. Et du coup, on a eu en 2022, on a fait un événement encore plus mauvais que en termes de résultats que pendant le Covid. Donc c'est là que... On parle de résultats financiers, oui, tu parles bien oui. en termes de qualité de l'environnement, de l'événement. C'est ça qui était très paradoxal et beaucoup de triathlètes n'ont pas compris parce que Tri Games a toujours eu une très bonne image et les gens les athlètes venaient et repartaient souvent très très contents et ça se passait vraiment bien sportivement. Mais économiquement, la vie a fait que on a traversé 4 ans très complexes et la passion n'a pas tout fait. Et du coup, fin 2022, j'ai décidé de stopper parce que économiquement, c'était plus très raisonnable.
Et Challenge Family l'a su. C'est comme ça qu'on va pouvoir parler de challenge. Et Challenge Family l'a su et ça, le destin a fait que eux cherchaient à se développer en France pour 2023. Et donc du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont vraiment stimulé pour qu'on reparte de plus belle ensemble. Et donc Challenge a récupéré ces 2 événements et en propriété pure. Hein, donc Challenge aujourd'hui, c'est plus mes courses, c'est les courses de Challenge. Et moi, je travaille pour produire ces courses pour eux. Donc c'est pour moi finalement une grande satisfaction parce que en 2016, je pars de rien. Je me revois dessiner ce logo sur un papier et 7 ans plus tard, j'ai intéressé une société étrangère concurrente à Ironman qui a souhaité, a vu dans mes épreuves quelque chose qui pouvait les valoriser. Donc pour moi, c'est avec du recul plutôt chouette. On m'aurait dit ça il y a 7 ans, j'aurais sans doute signé tout de suite. Donc il n'y a pas eu de réussite en tant que telle sous le label Tree Games financièrement et ce que j'aurais souhaité, hein, que ça fonctionne bien. Mais par contre, j'ai pu rebondir avec un label avec des gens très sympas, des gens qui ont envie de progresser avec moi et qui ont compris ma difficulté parce qu'ils ont tout de suite vu que mon modèle était plutôt chouette, mais que économiquement j'avais besoin d'aide. Donc voilà. Du coup, on va rentrer un petit peu aussi là-dedans. C'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs personnes de chez Ironman. On a déjà eu Florian de chez Open Lakes aussi. On a eu le triathlon de Paris, triathlon Garmin de Paris. J'en oublie potentiellement. Il y a eu Florian de Xterra aussi. Enfin bref, on en a eu plusieurs. Les organisateurs de courses, c'est vrai qu'on n'avait encore eu personne de chez Challenge, ça dépend si tu le prononces à la française ou non. Voilà, Challenge. En Belgique on dit plutôt challenge, mais bref, on se comprendra. Mais donc effectivement, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais juste pour revenir un peu sur cet entrepreneuriat aussi, parce que tu étais entrepreneur, organiser des courses de triathlon, est-ce que c'est un bon business ? Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de courses qui sont très limites et pas rentables que de courses rentables. Aujourd'hui, c'est sûr que se dire je vais organiser des triathlons pour gagner plein de sous, c'est en effet une fausse idée. Il faut clairement, ça peut être très intéressant quand faut remplir énormément. On le voit, hein, on prend des UTMB, on prend des courses comme Ironman et autres. Les courses qui deviennent des vrais business, c'est des courses qui remplissent, qui font venir des étrangers avec beaucoup de monde. Et là, ça fonctionne. De toute façon, c'est simple. Quand vous prenez votre modèle économique, quand vous avez 500, 1000 ou 3000, le modèle économique, au bout d'un moment, il devient c'est les mêmes identique. coûts fixes, quoi. Tu veux dire, les à part les cadeaux parties en termes de nombre de bénévoles, de ravitaux, etc. Le coût variable est assez faible. Ça va être tes dossards que tu vas imprimer, peut-être un tout petit peu plus de coordination et de support aux athlètes, mais dans l'absolu, t'as un gros coût fixe. En gros, pour l'organisation de ta course, c'est que tu es, comme tu dis, 1000 ou 2000 athlètes. Au final, ce sera plus ou moins pareil, sauf que ton chiffre d'affaires aura fait x2, quoi. Exactement. Il y a un seuil à passer, et c'est ça qui est très difficile. Et là où j'ai buté souvent avec Tree Games, c'est que il y a ce seuil de rentabilité, et je venais souvent mourir sur ce seuil, voire légèrement avant. Donc du coup, ça crée une petite dette à chaque fois. Et du coup, il faut arriver à passer ce seuil, et ensuite c'est exponentiel. Et c'est vrai que, en effet, faire ça pour l'argent, c'est une mauvaise idée. Il faut le faire parce qu'on aime ça.
Faut le faire parce que on a la capacité de pouvoir produire ce genre de course. Faut être passionné. Et puis ça procure, et quand on est passionné, ça procure énormément d'adrénaline. Quand vous partez de votre feuille blanche, vous travaillez sur un événement comme ça, et puis que 10 mois plus tard, vous donnez le départ d'un événement où vous avez 1000 concurrents inscrits. C'est une très très grande satisfaction. Vous voyez plein de gens qui se sont inscrits à votre course que vous connaissez pas. Il y a des gens qui sont contents d'être là, qui ont le sourire, qui s'éclatent. Vous voyez des gens au départ angoissés. Il y a des gens qui font leur premier triathlon, qui ont des émotions, qui pleurent au départ. Plus à l'arrivée quand même. Des gens qui pleurent à l'arrivée. Et vous êtes... si vous saviez le nombre de gens qui pleurent au départ, mais c'est de l'émotion, oui, mais c'est pas de la joie là, c'est de la peur. Là. Oui, il y a forcément de la peur, mais vous qui avez forcément participé à des événements sportifs, quand vous êtes sur des gros événements qui vous mettent un peu la pression, que vous êtes les deux pieds dans vos baskets avant, avec la musique de départ et l'animateur qui fait monter un peu la sauce, l'émotion est là. L'émotion est là, et quand on est plus ou moins sensible, ça peut partir, quoi. Ouais, et puis ce qui fait partir aussi parfois, c'est de se dire, ça y est, je suis là. Après tant de semaines, tant de mois de préparation, tant de blessures, peut-être éventuellement un report. Alors pas forcément pour des raisons de Covid ou autre, mais voilà, tu te prépares pour un triathlon et puis t'es blessé et du coup tu peux pas y aller et puis tu reviens l'année d'après. Et enfin, il y a toutes ces choses-là aussi qui peuvent faire péter l'émotion juste avant le départ, que ce soit sur la plage, que ce soit sur une route quand c'est une course sur route, que ce soit du vélo, de la course à pied, enfin n'importe quoi. Je pense qu'il y a tout ça aussi qui rentre. Non, moi c'est toujours des choses où je suis assez sensible. C'est le cas de le dire. C'est quand je vois des gens comme ça qui sur mes courses qui éprouvent ce genre de sentiments et d'émotions. C'est là où je me dis j'ai réussi quelque chose. Et ça dépasse tout le côté économique, tout le côté de voir que ce qu'on produit, ce qu'on offre apporte. Oui, il y a un côté très satisfaisant là-dedans, mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, tu l'as dit, financièrement, si vous voulez faire beaucoup d'argent, organisez pas un triathlon, quoi. Oui, non, mais c'est clair qu'il faut tout de suite faire gros. Et démarrer comme j'ai démarré à l'époque, c'est très très ambitieux. Et la passion fait les choses. Mais je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, je devrais tout recommencer. Je me poserais peut-être plus de questions sur le business model. Là, je suis vraiment parti très rapidement dans mon idée. Alors ça a écrit une belle histoire, hein. Ça fait 8 ans que ça dure. C'est un peu le propre aussi des entrepreneurs, hein. C'est souvent de suivre un peu son cœur et puis se lancer. On a plein d'idées, on se lance, on y va, on déroule et puis en fait après coup on peut toujours se dire mais j'aurais peut-être dû faire ci comme ça, mais ça c'est plus facile évidemment. Ouais, après mais faut pas trop se poser de questions, faut le faire quand on a envie. En tout cas, je pense que c'est important quand même de rappeler aussi que les organisateurs de courses, alors jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des gens qui se gavent, parce que souvent on peut avoir tendance à critiquer assez rapidement. Ah ouais, mais c'est cher les inscriptions sur un triathlon, etc. Donc, ce que je peux comprendre, hein, ça peut représenter beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais en même temps, quand on regarde le coût aussi que ça représente pour l'organisation, alors soit c'est le petit club local où on a plein de bénévoles, mais donc ça a un coût aussi. C'est juste que c'est des gens qui vont donner du temps pour l'organisation et donc on leur est redevable. Ou alors c'est une organisation avec une entreprise qui a des coûts, qui doit faire de la marge parce qu'ils font des investissements, etc. Et bon, oui, c'est un business, mais ça a un coût aussi. Et donc voilà, et ce coût-là, il faut le supporter d'une manière ou d'une autre. Et donc faut être conscient aussi de ça, parce que j'ai l'impression d'entendre parfois aussi oui, mais ces courses, enfin voilà, les courses de triathlon c'est trop cher, c'est pas normal que ce soit aussi cher. Ouais, mais alors soit
soit bénévole toi-même pour les autres, soit t'acceptes de payer le vrai coût, mais voilà, c'est malheureusement un fait, quoi. Un triathlon, logistiquement, c'est complexe, ça demande énormément de préparation, et donc voilà, il faut réaliser ça aussi, je pense. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est à la fois, moi je réfléchis comme je pouvais réfléchir à l'époque. Et en effet, je pouvais avoir tendance aussi à dire ah là là c'est cher, ah là là, parce que quand on est de l'autre côté, on consomme du triathlon, on achète son dossard, on achète son vélo, on achète son matériel, et tout cumulé, au bout d'un moment, ça peut être aussi un petit peu pesant de toujours être obligé d'acheter. Et quand on voit les dossards qui augmentent, on se dit mais mince. On a tendance évidemment à penser bah ouais c'est un business, aujourd'hui ça augmente chaque année, et mais en effet beaucoup de triathlètes résument le coût de leur dossard avec ce qu'ils reçoivent, c'est-à-dire cadeaux participants, le sac athlète, le buffet d'arrivée, la qualité des produits qu'on reçoit par rapport au dossard, le tatou, etc. Et tous les cadeaux participants qu'on peut avoir quand on s'inscrit. Et ce qu'on peut comprendre, c'est normal, c'est factuel. Maintenant, très peu d'athlètes arrivent à prendre un tout petit peu de hauteur et se rendent compte que l'ambulance qu'il y a au sommet du col de Vence, l'hélicoptère qui potentiellement peut venir en cas d'accident grave, toute l'infrastructure les qui assurances, se voit la pas préparation, forcément. le fait que t'as des gens qui ont bossé à temps plein pendant des mois avant, quoi. Donc c'est ce genre de choses. Exactement. Les 5-6 médecins qui sont partout sur le parcours, aujourd'hui tout coûte. Et c'est vrai que ça c'est un vrai phénomène par rapport aux organisations. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de choses qu'on obtenait. Je prends l'exemple des médecins par exemple. J'ai appelé 2-3 connaissances. Ah bah tiens, j'ai un médecin et bénévole qui peut venir sur ta course. Ah bah tiens, les choses se faisaient beaucoup plus comme ça. Le monde associatif avait beaucoup de bénévoles autour d'eux. Aujourd'hui, le monde associatif a ses limites. On a beaucoup d'investissements à faire pour avoir des bénévoles et de temps d'organisation pour fédérer les bénévoles. Et à côté de ça, tout coûte. Pour avoir 5 médecins sur sa course, expérimentés, équipés, avec de quoi faire une piqûre de morphine en cas d'accident, etc. Ça coûte. On peut plus sur un événement de cette ampleur travailler avec des bénévoles. Ça doit être des professionnels, ça doit être des gens qui sont capables de faire des actions importantes pour des cas graves. Alors il y a le côté sécurité, mais il y a aussi la sonorisation, l'animation. Aujourd'hui, un animateur, on met des vrais animateurs, des gens qui ont vraiment un gros bagage. Une sonorisation, on met des sonorisations dignes de ce nom, avec des enceintes sur 200, 300, 400 mètres, avec des portées, avec un micro sans fil qui peut aller partout sur le site. À l'époque, on organisait un événement, on mettait 2 enceintes, un micro-fil, et on restait dans un périmètre de 5 mètres carrés pour parler. Tout ça, comme dit Mbappé, le triathlon a changé. Le monde de l'événementiel dans le triathlon a changé. Et ça, les athlètes doivent l'assimiler, le comprendre. Ça ne tient pas que compte des cadeaux participants, et leur dossard prend beaucoup plus intègre beaucoup plus de choses que ça. Une question par rapport à ce coût là justement, que ce soit pour les organisateurs ou pour les athlètes. La répartition en termes de chiffre d'affaires, donc ce qui va vous permettre de payer vos coûts, est-ce que c'est majoritairement les droits d'inscription ou est-ce que les sponsors ont une part importante à jouer aussi? Parce que on voit que suivant les courses, suivant les labels, les prix sont pas forcément les mêmes. Effectivement, il y a des labels, on se dit c'est extrêmement cher, d'autres c'est abordable. Après, il faut voir aussi la qualité de l'organisation qui est mise derrière. Mais brisons un peu un tabou, si tu veux bien. Est-ce que
les droits d'inscription, qui soient à quelques centaines ou à plusieurs centaines d'euros, couvrent les coûts, ou est-ce que les sponsors viennent aider, ou au contraire c'est majoritairement les sponsors qui couvrent les coûts et c'est les droits d'inscription qui aident? C'est une super bonne question. En fin de compte, sans partenaire, c'est impossible d'organiser une course. Parce que aujourd'hui, il y a deux types de partenaires. Il y a les partenaires qui peuvent vous apporter du financier, qui sont de plus en plus rares, voire certaines années inexistantes, et les partenaires marques qui vont vous apporter du concret. Je prends un exemple, vous allez avoir Power Bar qui va vous fournir toute la nutrition de la course, les bidons les bidons Power Bar pour le ravitaillement. Ça, si l'organisation devait l'acheter, c'est un budget important. Donc aujourd'hui, une course se construit avec des partenaires et on est tout le temps à la recherche de partenaires ciblés dans ce sport qui cherchent de la visibilité et qui nous permettent d'éviter d'acheter quelque chose et de l'avoir gratuitement. Et ça, sans eux, si on enlève le segment bénévole et si on enlève le segment partenariat, c'est pas viable du tout. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, après cette période économique très complexe pour tout le monde, hein. C'est que c'est compliqué pour nos événements, mais c'est aussi compliqué pour les entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise fait attention beaucoup plus qu'avant. Donc, quand on fait attention, on fait aussi attention à ce qu'on donne. Et aujourd'hui, une société X ou Y qui, il y a peut-être 10 ans, aurait donné 10 000 euros pour un événement, aujourd'hui, donne plus 10 000 euros, va peut-être donner 1000 ou peut-être donner une participation pour acheter des médailles, mais c'est beaucoup plus réduit qu'avant. Et les partenaires sont essentiels. Maintenant, beaucoup plus qu'avant, les droits d'inscription viennent compenser justement la perte potentielle que peuvent faire les organisateurs. C'est ça, plus les partenaires sont engagés, plus on a des subventions, plus on est aidé à organiser, plus on peut se permettre de baisser les coûts d'inscription pour les athlètes. Et aujourd'hui, ça explique aussi cela, hein, c'est que on a de moins en moins de partenariats, on a de moins en moins de partenariats financiers, on a de moins en moins de financement aussi, parce que les subventions sont données souvent à des associations. Quand on est une société, on n'a quasiment jamais de subventions, parce qu'on ne donne pas de l'argent à une société. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu tabous, personne n'en parle. Et les athlètes sont à 10 000 lieues de comprendre ça. Et entre guillemets, je peux comprendre qu'ils s'en foutent un peu. Aujourd'hui, mais c'est important de le dire. C'est pour ça, quand on s'était eu avec Olivier, c'était vraiment le sujet qui me tenait à cœur. C'est que, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des raccourcis énormes qui sont faits. Les gens ont la fâcheuse tendance à s'engrainer avec des commentaires sur des choses très très basiques et très futiles. Et du coup, très rapidement, on peut obtenir des rumeurs. Ah là là, c'est trop cher. Ah là là, c'est un sport business. Ah là là. Et à la fois, en prenant un tout petit peu de hauteur, en essayant de comprendre et en posant des questions concrètes comme celles que vous venez de me poser, on se rend compte que c'est pas si certain, simple. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'était une bonne chose de s'attarder un petit peu là-dessus pour éclaircir aussi certaines choses. Voilà, peut-être que certaines personnes penseront différemment suite à ça. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé parce que j'ai déjà organisé des petits événements à beaucoup plus petite échelle, mais je me rends bien compte qu'effectivement, oui, c'est un modèle qui, en termes de business, n'est pas rentable en tant que tel. C'est pour ça que tu as besoin justement d'avoir des bénévoles. Et ça veut tout dire, hein. Si tu as besoin de bénévoles pour que ça fonctionne, c'est que y a un trou quelque part, quoi. Donc, ou alors c'est que tu parviens à être très convaincant, Bien sûr. mais bon, voilà, c'est qu'a priori, effectivement, il y a un trou quelque part. Mais donc, ok.
rentrons peut-être dans la nouvelle étape. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as revendu les courses à Challenge, ou ils t'ont juste proposé d'être employé et de rejoindre la structure? Comment ça s'est passé? En fin de compte, revendu, c'est un grand mot. Quand vous avez une société qui bat de l'aile, la revente, elle est vite faite. Hein. Non, clairement, moi j'avais donc la marque Tree Games que j'avais déposée à l'époque en nom propre. Donc du coup, voilà, c'est plus ça que j'ai cédé plutôt que la vente d'une entreprise. L'entreprise, elle valait rien. Hein. Donc aujourd'hui, c'est plus le potentiel, ce qu'on avait construit sportivement, qui a été valorisé. Aujourd'hui, moi, c'était où je mettais le truc par terre, et puis on repliait le dossier, et puis je faisais autre chose. Et ou bien je refaisais vivre au travers de Challenge ces événements. Donc cette année, donc 2023, là on sort de nos 2 événements. On a fait le Challenge Fréjus au mois de mai et le Challenge Cagnes-sur-Mer au mois de juin. Donc d'ailleurs, ça aurait été bien que tu le fasses peut-être un jour avant, enfin un jour après, parce que moi j'arrivais à Cagnes-sur-Mer de la fin de mon défi Agrippa le 12. J'aurais bien voulu voir les gars du challenge le lendemain, le 11. le lundi de la course. Ouais. Ouais, c'est à un jour près, t'aurais pu être au départ, enchaîner direct sur un tri. Oui, donc ces 2 événements, ça a été vraiment les premiers challenges France. Donc ça a été pour nous un beau challenge, c'est le cas de le dire. Moi, j'avais évidemment à titre personnel, ça me tenait à cœur déjà de montrer que c'était des belles courses auprès de la direction de Challenge Family. Aujourd'hui, un challenge, faut bien comprendre comment fonctionne Challenge. C'est que vous avez à peu près 50 courses dans le monde. Le modèle économique de Challenge, c'est globalement des franchisés. Alors je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes boulanger, vous avez votre société, vous allez prendre la franchise Paul, pour pas citer de nom, pour avoir une image et on va dire une apparence et briller un peu plus et être reconnu comme boulanger et avoir une image de marque. Donc aujourd'hui, énormément de courses fonctionnent comme ça avec Challenge. Et moi, c'était pas ma volonté. C'est ce que je leur ai tout de suite dit. Moi, aujourd'hui, j'avais mon label. Le but, encore une fois, l'intérêt de passer chez Challenge, c'est de capter des étrangers. Moi, j'avais quasiment pas d'étrangers dans mon modèle. On avait 1% d'étrangers sur 1000 concurrents inscrits sur nos courses, c'était très peu. J'avais pas les codes pour développer ça. C'est pas évident hein, quand on est une épreuve comme ça, de développer le marché étranger. Donc du coup, Challenge, là on a un peu la finalité. On a fait nos 2 premiers événements Challenge et on est passé de 1% d'étrangers à 20%. Donc on n'a pas eu beaucoup plus d'inscrits finalement que Tree Games, mais par contre on a eu 20% de ces 1000 personnes qui étaient des étrangers qui venaient d'assez loin, avec énormément de nations représentées. Donc ça pour moi c'était l'objectif, d'arriver à vraiment débloquer ce curseur où j'avais pas de solution. Et je me rends compte que c'est important. Aujourd'hui, toutes les courses qui fonctionnent, alors ça dépasse le triathlon, mais toutes les courses qui fonctionnent fort, c'est des courses qui captent les étrangers. Il faut capter le monde pour arriver à développer ce genre de sport et arriver à faire venir sur la Côte d'Azur. On a un terrain de jeu qui est incroyable. Hein. Donc, quand on voit des Américains, des Anglais, des Belges et des Italiens, des Espagnols qui arrivent sur la Côte d'Azur, ils sont heureux d'être là, quoi. Les étrangers, la Côte d'Azur, ça les fait rêver. On s'en rend pas compte quand on est français, quand on habite ici. Mais
on a la chance d'être sur un territoire qui fait rêver ces gens, donc faut arriver à les faire venir de par des labels forts et quand on est un label français, difficile de faire venir ces gens. Et du coup, on peut peut-être revenir sur le label Challenge en tant que tel. Aujourd'hui, dans le monde, c'est le deuxième plus gros label après Ironman. Oui, souvent on a tendance. Alors évidemment, Ironman est un label très très costaud. Ils ont énormément de courses dans le monde entier aussi. Maintenant, c'est vrai que Challenge Family, c'est vraiment c'est construit dans le monde entier. C'est les deux seuls labels en tout cas, de triathlon de cette ampleur-là, parce qu'il y a d'autres labels internationaux. Ouais, je crois qu'il y a c'est quoi les triathlons extrêmes, le Norseman et compagnie, qui sont aussi internationaux. Oui, mais ils sont internationaux dans leur captation d'athlètes, mais un label en tant que tel qui a des courses partout dans le monde. Il y en a, il y a Xterra il y a Xterra aussi, on peut les citer. Mais voilà, il y en a très peu finalement. Oui, il y a quand même un truc qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. On parle de Challenge Family. Faut quand même savoir que Challenge Family, la tête de proue du label Challenge, ça reste le triathlon longue distance de Roth, qui est juste mythique aussi en Europe. Ouais, non mais c'est intéressant parce qu'en fin de compte, moi quand j'ai connu Challenge Family à l'époque grâce à Roth. Et chaque année, avec Challenge Family, on fait une sorte de séminaire où tous les directeurs de course se retrouvent sur un endroit. Et on a évidemment, on côtoie les gens de Roth. Et c'est évidemment un exemple d'organisation. Ils ont su créer quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, les athlètes se battent pour avoir leur dossard. Là, ça s'est rempli en 40 secondes, je crois. 40 secondes. Ouais, 40 secondes. C'est assez dingue, surtout de nos jours. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Il y a très très peu de courses dans le monde qui arrivent à faire ça avec l'économie actuelle. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse on revient à des gens qui s'inscrivent au dernier moment, à des gens qui prennent leur temps, etc. Et de voir une course comme ça qui arrive à remplir en quelques secondes, c'est exceptionnel. Alors, encore une fois, quand on s'intéresse un peu en profondeur à cette course et quand moi je l'ai jamais fait, mais quand on discute un peu avec des athlètes qui en reviennent, il y a un modèle qui est bien fait, qui est très événementiel. Ils ont créé une sorte d'arène, un truc très cocooning avec tous les athlètes et ça rassemble comme une petite arène, comme un stade où il y a une grosse ambiance. Esthétiquement, c'est très pointu. Donc moi, je suis assez sensible à ça parce que ça rejoint un peu mon idée de fond. C'est qu'un événement aujourd'hui, il doit être quali, il doit être esthétique, et c'est un vrai événement. On n'est plus du tout dans des courses associatives, comme on disait en préambule, mais Roth, c'est vraiment l'exemple parfait pour moi, parce que ils ont réussi à créer quelque chose d'exceptionnel en rassemblant tous ces atouts-là, mais faut être honnête, le public allemand sait répondre aussi à cette attente. Les gens se déplacent, les gens fédèrent, les gens vont sur le bord des routes. Je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'en France, on pourrait, ce même modèle, cette même course, on la met en France, est-ce que la mentalité française répondrait aussi bien ? Je serais curieux de ça. Et j'aimerais me tromper, mais le côté germanique est quand même très engagé sur des événements. Je prends l'exemple, j'ai fait à l'époque Zurich. Pareil,
se retrouve avec dans les ascensions 1 mètre pour passer comme dans l'Alpe d'Huez. Dans le triathlon, c'est très rare. Il y a très peu de courses comme ça. Il y en a quand même quelques. Je sais pas, je pense à Gérard May par exemple. C'est une course. Oui. Alors bon, c'est pas sur tout le parcours parce que bon, tu te fais des cols, etc. Mais je veux dire, t'as quand même des endroits où t'as un peu cette sensation d'avoir le public qui vient. Limite, t'as une haie d'honneur comme ça sur certains passages un peu raides. Oui, c'est vrai. Tu soulèves. Après, tu vas me dire, c'est près de l'Allemagne. Cet exploit-là. C'est peut-être un peu germanique déjà. Non, mais c'est. On peut déjà aussi faire la différence entre le nord de la France et le sud. Nous, on essaye de le créer avec Cagnes-sur-Mer. À Saint-Paul-de-Vence, il y a une côte de 20% sur 500 mètres qu'on pratique. Idem pour Deauville. Tu sais, j'ai oublié le nom, mais cette fameuse côte au départ, au kilomètre 3 ou 4, quand tu sors de la ville. Il y a aussi une belle ambiance dans ces parcours-là. Ouais, c'est intéressant ces phénomènes-là parce que quand on veut le créer, c'est pas un truc qu'on peut créer comme ça. Il faut déjà démarrer l'idée. Et pour que la mayonnaise elle prenne, pour que les gens se déplacent, viennent. Alors c'est sûr qu'il faut y créer une atmosphère, faut y créer une ambiance, faut un animateur, faut du son, faut des orchestres, faut y mettre vraiment faut investir les choses pour que la mayonnaise prenne. Mais il faut quand même que les mentalités soient là pour dire allez moi je vais là-bas parce que c'est un truc de fou mais faut arriver à créer la légende pour que les gens viennent. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que faut arriver à créer la légende avant d'avoir la légende. Et je suis très admiratif moi pour les orgas qui arrivent à créer ça. Parce que quand on veut le faire, c'est pas si simple. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose en France ? Est-ce qu'on y arriverait ? Je pense que déjà, ça dépend des implantations. Et puis, ça dépend aussi peut-être du sport ou de l'histoire. Comme tu dis, tu prends un Tour de France, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'étape, tu as un petit peu cette relation avec le public qui s'est créée. Alors, forcément, beaucoup plus dans l'école, parce que c'est là où les gens roulent plus doucement et où donc ils sont un peu plus accessibles. Et puis, il y a plus de difficultés, donc ça crée aussi une autre émotion pour les spectateurs. Mais je pense que ça dépend vraiment des endroits en France, et puis ça dépend de l'histoire qui a été créée. Et Gérard May, ça fait aussi partie des triathlons les plus anciens en France, là où Deauville ou le Mont-Saint-Michel sont des triathlons plus récents, mais où ils ont réussi à créer cette atmosphère-là. Non, mais c'est ça. Et pour revenir sur Roth, quand on voit l'atmosphère, le monde, les gens sont empilés sur toutes les ascensions. Il y a une ambiance incroyable. Et du coup, l'athlète prend ça en pleine figure. Ça doit être fabuleux. Ça vous donne forcément déjà que c'est un sport où l'athlète a besoin de recevoir le sentiment d'être un être exceptionnel. C'est un sport difficile et quand on est amateur, groupe d'âge et qu'on monte une bosse et qu'on passe difficilement dans le public et qu'on est encouragé comme si on était une rockstar, je trouve que c'est fabuleux. Pour l'avoir vécu justement à Gérardmer et puis sur de la course à pied au marathon du Luxembourg, c'est sûr que c'est grisant. T'es dans le mal, t'en peux plus, et puis là d'un seul coup t'as cette haie d'honneur, t'as même limite presque du mal à passer tellement il y a des gens, que ce soit en vélo ou en course à pied, et ça te remet un coup de boost, c'est impressionnant. Et Roth, j'ai pas fait non plus, et ça doit être, c'est quand même quelque chose, c'est connu pour ça. Du coup, c'est ce que vous essayez de créer aussi à Cagnes-sur-Mer sur les deux événements, où vous essayez de vous différencier aussi sur autre chose. Évidemment, tous les organisateurs de challenge, quand on se retrouve et puis qu'on est autour d'une table et qu'on échange un peu des idées pour... on a la clé et l'idéal dans notre groupe. Donc, ça serait si facile de pouvoir dupliquer Roth partout. Ça serait fabuleux. Maintenant, ça prouve bien que c'est pas si simple. Et qu'il faut créer cette légende d'année en année. C'est beaucoup une question de récurrence. Il faut passer d'un jour à l'autre. Et puis aussi surtout, Roth,
si c'est aussi connu, c'est parce que c'est réputé comme étant le triathlon le plus rapide du monde. Ça rassemble plein de vecteurs qui sont importantes pour le triathlète. C'est-à-dire que on vient sur un triathlon où il y a beaucoup d'ambiance. Un triathlon alors, où il y a je dis pas de bêtises, mais c'est un road que Frodeno avait battu le record du monde en 7 heures, je sais plus combien. Bon, qui a été battu depuis. Le vélo est très roulant. Moi, en tout cas, dans ma perception, c'est ça qui a mis en avant aussi énormément ce triathlon-là, plutôt qu'un autre. Un peu comme l'Ironman de Francfort, par exemple, qui est aussi très connu parce que assez rapide. Non, mais c'est évidemment, c'est aussi des. Et ce qui est aussi important, c'est que plus la course est prestigieuse, plus, faut être honnête, il y a du prize money, et plus on a des superstars du triathlon qui sont présentes sur. Et ça, moi je l'ai touché du doigt par la force des choses à l'époque avec la PTO. Pendant le Covid, il y avait très peu de courses qui existaient, et du coup, PTO s'est aperçu que Tri-Games était là, dans le décor qui était évanoui, et ils cherchaient des courses en Europe pour pouvoir exister aussi, parce qu'ils sont support sur d'autres courses. Et du coup, j'ai eu cette chance d'avoir la PTO sur Mandelieu et sur Cagnes-sur-Mer sur 2 années consécutives. Et aujourd'hui, tu te rends compte que le monde professionnel devient de plus en plus professionnel, et la PTO est en train de construire quelque chose d'incroyable pour médiatiser ce sport. Et je pense qu'ils ont compris énormément de choses, parce que notre sport évolue rapidement en ce moment. C'est grâce à des acteurs comme PTO. Et ils ont cette capacité évidemment de proposer du prize money à l'élite et à rendre l'élite de plus en plus élite. Et aujourd'hui, l'objectif de ces gens, c'est de pouvoir faire vivre ce sport et qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent de ce sport et le rendre de plus en plus riche, tout à fait. Dans tous les sens du terme. Tout à fait. Petite parenthèse, que je reviens effectivement tout à l'heure, je parlais notamment du Norseman, donc il y a bien un label qui s'appelle le X3 World Tour, qui reprend le Norseman et d'autres aussi. Je crois qu'il y a 14 courses un peu partout dans le monde, et des triathlons un peu de l'extrême. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a quelques labels aussi en plus. C'est ça. Ouais, c'est un regroupement de plusieurs labels. Ouais, donc il y a effectivement quelques labels, mais c'est vrai que les deux grands, en tout cas à l'échelle internationale, c'est Ironman et Challenge. Et le fait de rejoindre un groupe comme ça, donc de passer de moi, organisateur, enfin petit organisateur entre guillemets, même si c'était déjà des événements assez conséquents, mais je veux dire, moi d'avoir mon organisation où vous étiez que 2, comme tu disais, à passer à une organisation justement internationale avec des franchisés un petit peu partout, des 4 coins du monde. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans l'organisation des courses, et à quel point est-ce qu'il y a vraiment des synergies entre vous? Déjà, le fait est que je fais des progrès en anglais déjà. C'est ça. J'étais pas très bon en anglais, et du coup là je fais un apprentissage forcé. Mais non, après c'est intéressant de pouvoir communiquer avec des organisateurs qui sont dans d'autres pays, parce que il y a des choses qui sont démocratisées en France, qui sont pas forcément démocratisées ailleurs. Il y a des très bonnes idées qu'on chope dans d'autres pays, des choses très simples. Des fois en France on va se compliquer la vie sur des choses, et du coup il y a un vrai échange au sein de Challenge entre les courses. On est tous partenaires, on est tous plutôt potes, et on s'entraide beaucoup, et on communique beaucoup aussi. C'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que on s'échange du matériel, on s'échange des idées, on se voit beaucoup, et ça nous permet de pouvoir progresser ensemble, et
et d'avoir une même image et de pouvoir être un peu cohérent, quoi. Bon, et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu envisages de rester toujours directeur de course des deux Challenge Family Mandelieu et Cagnes-sur-Mer, ou est-ce que tu envisages d'étendre un petit peu le label ailleurs sur la Côte d'Azur ou ailleurs en France, ou est-ce que tout ça c'est des choses qui sont pas à ta portée et qui se décident dans les hautes instances de chez Challenge Family? Évidemment, moi aujourd'hui je peux décider que sur mes courses. Après, encore une fois, Challenge Family a pour objectif de développer la France. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est déjà de démarrer ces 2 projets en France et de voir comment la mayonnaise prend en France. Et ensuite, évidemment, c'est de pouvoir continuer à développer. Et étant un peu le précurseur en France, j'ai forcément, ça me tient à cœur que ça fonctionne et puis que dans quelques années, on ait d'autres Challenge Family en France. Ça, c'est une évidence. Le but, encore une fois, c'est que la mayonnaise prenne. Ok, bah écoute, on se donnera rendez-vous peut-être dans quelques années pour voir où est-ce qu'on en est. D'ici là, on clôture toujours nos épisodes avec une question à l'attention de nos invités. Normalement, le podcast s'appelant comment devenir triathlète, on pose la question de comment devenir triathlète. Moi, j'ai envie de te poser, mais vraiment en quelques mots, le dernier petit tips que tu pourrais distribuer, que tu pourrais offrir à notre audience, c'est comment est-ce qu'on devient organisateur pour les triathlètes. Comment on devient organisateur? Je sais pas si je vais être de très bons conseils, mais voilà, pour organiser déjà, faut connaître ce sport par cœur. Je déconseille comme l'a très bien dit Olivier tout à l'heure, à quelqu'un qui connaît pas ce sport, qui connaît pas les codes, de se lancer dans l'organisation comme ça. Parce qu'on peut être une agence d'événements lambda, bien connaître l'événementiel de base, mais pas avoir les codes. On a un sport qui est très très compliqué à organiser, avec énormément de petits détails, très spécifiques au triathlon. Et du coup, quand on démarre ce métier-là, on peut vite faire des bêtises. Et du coup, voilà, faut avant tout être passionné. Tout de suite se mettre à l'idée que ça va être un business qui va être de longue haleine et il faut être patient et être très vigilant à l'actualité. Et ça, vraiment, s'armer de patience. Vraiment s'armer de patience. La passion aide, mais il faut être patient. Et puis peut-être avoir aussi un petit peu d'économie pour pouvoir assumer les premières années, le temps de devenir rentable. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est dangereux parce que quand on commence à compter sur ses économies dans un business, on a vite fait de faire des raccords. Oh bon, c'est pas grave, je mettrai au bout à la fin de l'année. Ça c'est pas bon. Bah écoute Sylvain, merci beaucoup pour ce moment de partage avec toi, pour tous ces échanges. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut avoir plus d'informations, déjà si on veut s'inscrire au prochain challenge, et puis toi personnellement si on veut continuer un petit peu les échanges? En fin de compte, c'est simple. Il y a Challenge Family France. Je suis le seul et unique contact pour la partie communication. Donc, on peut me contacter par mail sans aucun problème. Ensuite, sur les prochains Challenge Family en France, il n'y a pas que Cagnes-sur-Mer et Fréjus. Il y a aussi le Challenge Bordeaux, Challenge Vieux-Boucau, au mois d'octobre. Donc ça, c'est je dirais le prochain rendez-vous Challenge Family pour cette première année Challenge. Donc ces 3 courses sont un gros défi cette année, c'est de faire connaître en France ce label. Et puis l'année prochaine, là on est en train de travailler avec la mairie de Cagnes-sur-Mer et la mairie de Fréjus pour définir les dates. Ça sera à peu près dans le même secteur, mai-juin, mais c'est toujours très complexe de définir une date. Il faut que ça soit pertinent par rapport au calendrier sportif. Il faut que ça soit pertinent aussi par rapport au calendrier de la ville. Et il y a toute une articulation stratégique pour que votre course soit bien positionnée et pas en concurrence avec une autre. Justement, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une concertation entre
les labels indépendants, Ironman et les autres, justement pour se dire, écoutez les gars, voilà, moi je compte faire ma course à ce moment-là, enfin, ou bien vous attendez que les autres le fassent et être réactifs, ou bien juste vous croisez les doigts, ça se passe comment? Malheureusement, il n'y a pas réellement d'arbitre en tant que tel pour définir ça. Il y a juste du savoir-vivre. Et entre nous, on se connaît tous. Moi, à aucun moment, je me viens l'idée de me mettre le même jour qu'un Ironman. On n'a même pas besoin de se parler. Aujourd'hui, alors forcément, Ironman décide de ses dates. Les autres font en fonction. Ça, c'est la loi du plus fort. Et c'est légitime. On va considérer que c'est légitime. Donc aujourd'hui, nous, on a tendance à évidemment faire en fonction de ces courses, de se positionner intelligemment vis-à-vis des autres. Pour moi, à aucun moment, je vais me positionner en même temps que le triathlon de Cannes. Enfin, c'est du bon sens. Et c'est très stupide de penser que moi je réfléchis en triathlète aujourd'hui, donner l'alternative entre deux triathlons le même jour, c'est très bête. Il faut permettre à un triathlète d'avoir une course tous les 15 jours ou toutes les semaines au pire, mais éviter de mettre en conflit deux courses dans une même région. Alors après, quand on a une course dans le nord et une course dans le sud le même jour, c'est un petit peu différent. Il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, on essaye d'être intelligent entre nous, sur tout le sud de la France, pour essayer que le triathlète paye pas l'addition, parce que finalement, des fois, on a des triathlètes, ah bah mince, je voulais faire ces deux courses cette année, je vais être obligé de faire un choix. Et ça, c'est dommage. Ouais, et la preuve, tu vois, la preuve, j'en ai parlé tout à l'heure, je serais bienvenu au Challenge Cagnes-sur-Mer, mais c'était juste un jour trop tôt. Ça, il fallait courir plus vite, hein, Hermano. Ouais. Alors ça, c'est le sujet, on en reparlera, Olivier. Hein. Ouais, c'est ça. Je te taquine. Et ben super messieurs, c'était encore un bel échange, un bon moment passé avec vous. Donc Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis Sylvain, comme je te disais, eh bien d'ici 15 jours, je serai dans le sud de la France. Donc ce sera avec plaisir que je me joindrai à toi pour un petit run ou un petit swim. Et ben avec grand plaisir. Partager ce sport, moi c'est toujours un régal. Et entre passionnés, on se comprend. Et donc appelle-moi quand tu veux et on se fera un petit tour de vélo ou une petite course à pied ensemble. On a des beaux coins. Top. Merci à toi Sylvain. À la semaine prochaine à tous. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.